Je salue mes camarades tous les jours quand je vais fermer les volets en haut, parce qu'ils sont sur la table du bureau. J'ai une pensée émue pour eux, mais je ne pense pas à la guerre. Oui, je les vois comme si c'était hier, alors que ça fait 60 ans. Où mon avion, au-dessus de Düsseldorf, a été atteint par la flak, a mis le feu à un moteur, touché une deuxième fois, il a fallu abandonner l'appareil. Le pilote et le commandant de bord, le navigateur, sont restés à bord jusqu'au dernier moment. Les 5 autres membres de l'équipage, nous avons sauté en parachute. Et en fait, nous nous sommes trouvés seulement 2 rescapés, les 3 autres ayant été probablement fusillés en l'air à mesure qu'ils descendaient au bout de leur parachute. À partir la veille de Noël, je n'attendais pas à partir. Et on a été obligé d'y partir. Puis les autres sont rentrés. Puis nous, on est restés prisonniers. Dans mon portefeuille, j'ai la photo de l'équipage. Sur le premier rang en haut, de gauche à droite, il y a moi-même, sergent-chef Guédès, notre mécanicien, sergent-chef Durand, le mitrailleur de queue, sergent Even, et assis, de gauche à droite, le sergent-chef Bayon, le pilote, le lieutenant Leroy, navigateur commandant d'avion, le sous-lieutenant Gautré, bombardier, et l'adjudant Garnier, radio. Il y avait vraiment une osmose entre les membres de l'équipage. Il faut dire que nous avions pratiquement tous le même âge. Nous avions moins de 24 ans. Le plus âgé d'entre nous, c'était le mécanicien, le sergent-chef Durand, qui avait 3 ou 4 ans de plus que nous. Mais c'était un monsieur très calme, un garçon très gentil et très pondéré. On l'appelait la mama, parce qu'il nous donnait des conseils, comme il était le plus âgé. Nous nous sommes retrouvés sur la base d'Elvington, fin juin 1944, alors que le groupe Guyenne était arrivé un mois plus tôt. Ce qui a permis au groupe Guyenne de faire les premiers bombardements lors du débarquement dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Notre avion, c'était un Halifax quadrimoteur et qui pouvait emporter 5 tonnes de bombes sur des missions de 6 ou 7 heures. Alors, 5 tonnes de bombes, quand on faisait des missions importantes sur l'Allemagne, le nombre d'avions se situait entre 800 et 1100. Souvent, c'était aux environs de 1000. Quant au briefing, on entendait dire qu'il y avait moins de 1000 avions. On n'était pas très contents. Ça nous donnait une chance supplémentaire d'être abattus. Sur 1000, on s'en tirait toujours. Mais il y avait environ 4 ou 5% d'avions descendus à chaque mission. Et c'est pour ça que les Anglais avaient décidé aux environs de 30 missions, suivant la mission importante, il y avait des points attribués, l'équipage serait mis au repos pendant 6 mois, enfin mis au repos ou travailler sur une base non opérationnelle. Et peu de gens ont atteint ces objectifs, puisqu'il y avait une chance sur 2 d'être abattus, et c'est ce qui s'est réalisé effectivement, puisqu'il y a 50%, entre 50 et 51% des équipages initialement engagés qui ont été abattus entre juin 1944 et mai 1945. Il se trouve que notre avion, nous, avait pour la lettre L, qui voulait dire Love en anglais, et cet avion a eu la malchance d'être descendu 5 fois. Avec mon équipage, nous avons été le 3e équipage descendu sur le nom de cet avion. Et il a encore été descendu 2 fois. Il avait une place prépondérante dans les avions qui étaient abattus, à tel point que, après la 5e fois, les mécaniciens ont obligé à ce qu'on change la dénomination. La lettre L n'existait plus. On aimait vraiment notre avion. On trouvait qu'il était d'une sûreté formidable, on se sentait bien en l'air dedans, dans cet avion. Et effectivement, on était un peu amoureux de l'avion comme on l'est d'une voiture, quand un nous plaît beaucoup.
C'était Noël, non. C'était prévu dans les papiers et tout, c'était marqué. C'était marqué. Cette mission, je l'ai faite également avec eux le 24 décembre. C'était pas un jour très recommandé de faire des missions le 24 décembre, mais c'était à l'époque où la météo promettait de s'améliorer et promettait et nous permettait d'intervenir directement dans les opérations. Parce qu'avant cette époque-là, le brouillard avait régné sur toute l'Europe du Nord. C'est pour ça qu'Hitler avait décidé de profiter de ce temps-là pour faire une offensive maximum sur les Ardennes. Et à ce moment-là, la météo s'améliorant, on a essayé d'intervenir avec nos avions. C'était le terrain d'Essen qu'on allait bombarder à ce moment-là, qui était utilisé par les Allemands pour supporter l'offensive de von Rundstedt dans les Ardennes. Pour les Français, je crois qu'on était quand même une vingtaine d'avions à faire cette mission. Le seul qui n'est pas revenu, c'est le votre grand-père. Aussi, le premier jour où nous avons pu décoller, nous sommes partis, c'est ce fameux 24 décembre, dans l'après-midi, où, hélas, mes camarades ne sont pas revenus, et moi je suis revenu 4 mois et demi après, ayant été prisonnier pendant ce temps-là. Alors ça a dû se passer vers 9 h du matin. On est allé chacun dans notre briefing, chacun dans notre spécialité, on avait un briefing. On ne savait pas où avait lieu la mission, quoi. Et ensuite, il y avait un briefing général qui réunissait tous les équipages. Et là, il y avait un officier de renseignement qui nous disait la mission que nous allions accomplir. Et la mission était tracée sur une carte qui allait de l'Angleterre jusqu'à l'Allemagne, avec le trajet effectué en rouge et le trajet en bleu retour. Alors il faisait un temps formidable ce jour-là, alors qu'on avait eu un brouillard terrible. Et alors j'avais eu, pas un pressentiment, mais en sortant du flying control, le commandant d'avion d'un autre équipage, qui était à ce moment-là le commandant Ouketis, c'était le commandant second de notre groupe, et je passais tout à côté de lui, et il dit tout d'un coup « Oh, pas un nuage sur l'objectif !» Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un serrement de cœur. Effectivement, on préférait qu'il y ait des nuages et bombarder sans visibilité, puisqu'on avait des appareils qui le permettaient. Et puis une fois en l'air, bon, on n'y pense plus. Les mois recommencent quand on approche de la région qu'on va bombarder, c'était la Ruhr. La Ruhr, c'était la région industrielle par excellence de l'Allemagne. Et c'est là où nous faisions presque tous nos bombardements. Et quand on arrivait à l'approche de la Ruhr, on avait l'impression de voir devant soi un quadrilatère où les éclats d'obus se touchaient les uns les autres. Et on aurait pensé qu'il était impossible de passer à travers ça. Et puis ici, la plupart du temps, on y passait, la preuve. Sauf pour ce jour-là, mon équipage et moi avons eu la malchance d'être touchés. Une première fois, un obus en éclat d'obus a mis le feu au moteur intérieur gauche. Nous étions à ce moment-là à peu près à 2 minutes de l'objectif. Et le commandant d'avion a demandé si personne ne voyait l'inconvénient, on continue la mission, on est tout prêt. Alors tout le monde a été d'accord pour continuer la mission. Et une fois les bombes larguées, on a été touché une deuxième fois. L'avion est parti en abattée légère à droite, alors que le stream partait sur la gauche. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé seul au-dessus des batteries aériennes qui ont continué à tirer pratiquement sur nous. Et à un moment donné, le pilote n'avait plus le contrôle de son avion. Et le commandant d'avion a dit eh bien, il faut y aller. Il faut y aller, ça voulait dire il faut sauter. J'étais à côté du pilote. Alors lui, avec le pilote, on s'entendait tous les deux. Alors lui, il dirigeait l'avion. Il essayait de passer à travers les mains, parce qu'on avait été déjà couché. Un moteur, on avait déjà un moteur en moins. Alors, on a mis le moteur en croix pour pouvoir dégager aussitôt. On n'avait que 3 moteurs, les autres en avaient 4, alors ça filait les autres. Ça, nous étions déjà
éliminé du groupe. Oui, c'était la guerre. Hein. La guerre, les autres étaient abattus. On ne savait pas comment. Mais nous, nous étions en groupe. Là. On avait été touchés le premier. On avait été éliminés aussitôt et c'est là qu'on s'est trouvé machinalement. Machinalement, mais comme ça, on s'est trouvé séparés. Alors chacun est parti, à part le pilote et le commandant d'avion qui restait en place jusqu'à ce que les autres partent. Essayant de trouver son parachute, le parachute avait un endroit bien déterminé, on devait le mettre. Mais moi j'avais la malchance, la chance d'être superstitieux, et en montant dans l'avion, au lieu de mettre mon parachute à l'endroit déterminé, je le jetais. Et au moment de le prendre, on avait simplement le harnais, je ne le trouvais plus. Alors là, j'ai commencé à avoir très peur, et puis j'ai très froid, et puis manque d'oxygène, respirer difficilement. Nous étions à 6000 mètres. Et on venait de relever la température extérieure, il faisait, c'était le 24 décembre 1944, hein, même là, il faisait moins 50 degrés. Alors nous avions des combinaisons chauffantes et de l'oxygène, masque à oxygène. Et quand on quittait le masque à oxygène et qu'on enlevait le chauffage de la combinaison, on se retrouvait dans des conditions vraiment terribles. J'ai fini par le trouver quand même et je l'ai accroché difficilement à mon harnais. Une première fois juste un côté, puis j'ai réussi à mettre le deuxième. Et c'est là que je me suis approché de la porte. Il y avait une flamme qui venait jusqu'à notre hauteur, une flamme du moteur intérieur gauche. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu toute notion, à tel point qu'en ce qui me concerne, je me suis évanoui alors que je m'approchais de la porte de sortie, que j'avais les pieds déjà dehors avant de pouvoir sauter. Et c'est mon mécanicien qui était derrière moi, je l'ai appris de nombreuses années après, mais qui m'a poussé. Il m'a poussé, je me suis retrouvé dans le vide, mais il a fallu que j'ouvre moi-même mon parachute. Mais ce qui est de paradoxal, c'est que de ce saut de 6000 mètres, qui dure environ 25 minutes, je ne l'ai pas réalisé, je suis incapable de dire ce que c'est qu'un saut en parachute. Je me rappelle bien que je poussais Guébez, je l'ai poussé dehors, il a fallu que je le pousse pour qu'il saute. Alors j'ai sauté après lui, je ne me rappelle pas. En tout cas, je me suis réveillé 1h30 après. Le bombardement, c'était à 2h30. Je me suis réveillé à 4h pile. J'étais installé sur un lit de camp dans un bureau où j'entendais taper à la machine. Il y avait je crois des jeunes femmes qui tapaient à la machine. Et ma première vue, c'était de voir des gamins qui avaient le nez collé à une vitre et qui devaient regarder sans doute le prisonnier qui venait d'être fait. Alors, bien sûr, on m'avait enlevé ma combinaison chauffante. On m'avait enlevé mon pullover, on avait de beaux pullovers en laine, très fort. On m'avait laissé juste mon battle dress. Et puis, dans ma chute, mon parachute ventral m'avait cassé le nez. Alors, j'avais du sang coagulé sur la figure. Et puis, j'avais surtout la colonne vertébrale en piteux état, mais je m'en suis aperçu que le lendemain, quand la douleur est chaude comme ça, on ne s'en aperçoit pas. Et je me suis retrouvé un peu... l'esprit un peu perdu, je réalisais pas tellement ce qui s'était passé, j'étais un peu comme l'idiot du village, un peu souriant, je voyais. Et c'est qu'à à partir d'un certain moment donné, où j'ai entendu parler allemand, bien que parlant pas allemand, je connaissais l'accent allemand, et j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Et puis je me suis dressé sur mon lit, et on m'a fait me lever, et on a plié dans mon parachute certaines de mes affaires, on me les a mis sur le dos. J'ai été escorté par un ou deux vieux soldats allemands qui m'ont amené dans une prison civile, où je me suis retrouvé en présence d'Anglais qui avaient été abattus le même jour que moi, mais qui appartenaient à une autre base. Et eux étaient en pleine forme, d'ailleurs, il n'y avait pas de problème. Et moi, j'étais pas heureux du tout, parce que c'était le 24 décembre où j'avais rendez-vous avec ma petite copine. Alors j'étais pas rasé, j'attendais de rentrer le soir pour me faire beau. J'avais une barbe assez conséquente. Et puis ce sang coagulé sur la figure, personne ne m'a nettoyé, rien fait, rien du tout. Et je me suis retrouvé dans cette prison civile tout seul.
Je ne savais pas si l'autre membre de mon équipage était vivant avec moi. Ce n'est que le lendemain soir, où j'ai retrouvé mon mécanicien dans une prison militaire où on nous avait amenés. On s'est retrouvés en prison le soir. On s'est retrouvés en prison, alors on est tombé dans les bras l'un de l'autre, bien sûr. Nous étions comme tous les deux, les autres, ceux qu'ils étaient. Et alors, au fur et à mesure, les Allemands nous en amenaient 1, 2, 3, 4, en fait, sur les différents appareils qui avaient été abattus, quoi. Le comportement du commandant d'avion, c'était le lieutenant Leroy, qui était un type épatant qui voulait absolument faire sa mission. Il a été attaqué par la DCA allemande en arrivant sur la Ruhr. Ça a mis un de ses moteurs en panne. Enfin, l'avion continue à voler. Il a dit on va continuer sur 3 moteurs. C'était possible, effectivement, mais c'était possible s'il n'y avait pas eu la DCA allemande de la Ruhr, qui était la DCA allemande la plus forte de tout le monde entier. Une concentration extraordinaire. L'avion en question, n'ayant que 3 moteurs, avait pris du retard sur les autres, et donc arrivé dans les derniers sur l'objectif. Il a été bon, les canons étaient déjà pointés, les projecteurs, ils savaient où ils se trouvaient et tout. Il n'a pas pu éviter d'être attaqué mortellement, et de prendre feu. Et grâce à l'héroïsme du pilote, c'était son rôle, c'était prévu, le pilote ne devait sortir que le dernier, bien entendu. Les autres ont pu sauter en parachute. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont sortis, votre grand-père et M. Durand. Voilà, pour lui, la guerre était finie. Mais grâce à lui, la guerre a été gagnée par la suite. Ce n'était pas le seul de chez nous. Il y a eu 43 équipages qui ont été descendus à peu près de la même façon, enfin, dans des conditions souvent différentes, enfin, dans des conditions analogues sur les objectifs. Dès le début, les Anglais nous avaient mis au courant. Quand on est descendu, arrivé en Angleterre, je pense avant qu'on y arrive, enfin tout cas, dès qu'on est arrivé en Angleterre, ils nous avaient dit vous allez commencer votre entraînement, ça va être très dur, et on vous prévient, il faut prévoir des pertes. 1 sur 2. C'est ce qui est prévu de tous nos plans, notre entraînement, tout ce que nous pouvons préparer à l'avance, comme avion, comme matériel, est prévu sur un pourcentage de perte de 50%. En ce qui concerne du moins les bombardiers stratégiques, bien sûr. Alors voilà. Je n'ai pas connu un seul camarade qui n'ait pas continué, bien entendu. Tout le monde a continué, mais on savait ce qui nous attendait. Ça ne nous a pas empêché de faire le travail, au contraire. Et on savait qu'on avait une chance sur 2 de s'en tirer. C'est pour ça qu'on essayait de profiter de nos congés, de nos jours de liberté, pour aller danser, pour aller s'amuser, Et ça, les aviateurs, on était privilégiés à ce point de vue-là, quand même. On était sur une base où on avait des conditions de vie confortables. On mangeait bien. Même si on était 6 dans une cabane, on avait de bons lits, on était chauffés, on avait des douches, vraiment, c'était le confort, quoi, par rapport aux soldats qui se battaient sur Terre. Ouais. Alors on appréciait quand même ça énormément. Ouais. Et on était conscient de cette chance qu'on avait, même si on savait qu'il y avait une chance sur 2 de ne pas revenir. On était content parce qu'on était volontaire pour aller dedans. On était content d'avoir fait notre boulot, mais on faisait notre travail, c'est tout. Et puis on savait qu'on était là pour défendre un idéal de liberté, surtout, parce qu'on avait appris quand même ce que faisaient les Allemands chez eux, bien que nous n'étions pas tellement au courant des camps d'extermination des Juifs et des prisonniers politiques. Mais on commençait à se douter qu'il y avait quelque chose d'affreux chez les Allemands et les SS en particulier. Alors on voulait à tout prix que ce régime disparaisse. Et c'est ce qui faisait notre force. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai retrouvé mes avions à Bordeaux. J'étais heureux d'avoir fait ce que j'avais fait. Mais sans gloriole.
je trouvais ça presque normal. C'est difficile parce qu'on pense surtout à la chose qu'on devait faire. Et on oublie le reste. On oublie presque tout le reste. Presque tout le reste. Presque. Parce qu'on s'est rendu compte là, qu'au fur et à mesure que l'histoire avançait, là, comme ça, il y avait des choses qui s'effritaient, puis ça disparaissait. Jusqu'au jour où on est tombé, quoi. Et on est passé des Noël. Et reste. Et puis, j'ai pas trop y revenir là-dessus. J'aime pas trop y revenir. Avec François Durand, mon autre camarade survivant, nous avons gardé des liens d'amitié, de fraternité même très très forts. On n'a jamais cessé de correspondre, de s'appeler au téléphone. En particulier le 24 décembre après-midi, c'était à celui de nous qui téléphonerait le premier pour se rappeler cet événement. Et nous avions l'habitude de nous retrouver aussi pour les réunions qui ont lieu chaque année à Grand-Cormézy où la stèle des groupes lourds est érigée. André, on est resté liés. Après, on s'écrivait, on se téléphonait. Enfin, il y avait des gens. Et André, bien sûr, on s'appelait par le prénom. Ah oui, on était les deux seuls, hélas. Bien sûr qu'on y pense. Et oui, parce qu'on disait qu'ils étaient là, ils profiteraient aussi de notre plaisir, quoi, de savoir ensemble. C'est la vie. On se retrouve avec François Durand, on évoque rarement ses souvenirs, on vit dans le présent, on parle de notre santé parce que nous sommes âgés maintenant, on parle de nos enfants, de nos petits-enfants, mais on n'évoque pas des souvenirs de guerre. Parce que quand on a fait la guerre, on trouve que c'est affreux, la guerre. On a vu des choses terribles. Et je crois qu'on voudrait l'oublier.